Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information de ce 29 juin 2019. Les éléments connus sous l'appellation brigade anti-Sardinard ont été stoppés net dans leur élan et ont eu pour leur grade ce samedi autour de l'hôtel Continental à Genève où ils projetaient une manifestation hostile au régime du renouveau politique, stoppée dans leur élan par des éléments de la police helvétique. Au même moment, la section RDPC qui avait annoncé un vaste mouvement de soutien s'est rendue pacifiquement autour de cet hôtel pour soutenir leur camarade président, le chef de l'État Paul Biya. Retour sur cet événement et cet échec pour la basse dans cet élément. La détermination des activistes de la brigade anti-Sardinard s'est heurtée ce 29 juin 2019 au jet d'eau de la police suisse. Plusieurs dizaines de manifestants de cette organisation s'étaient alors rassemblés devant l'hôtel Intercontinental pour manifester contre le président Paul Biya, actuellement en séjour privé. Prise par l'un des manifestants et parvenue à notre rédaction, on voit la police helvétique chargée des personnes présentes à l'aide d'un canon à eau. Malgré la puissance de l'eau, les manifestants sont restés déterminés à se faire entendre. Des sources proches rapportent qu'aucun incident majeur n'a été signalé. Mais il s'agit finalement d'une manifestation qui s'est avérée un échec au regard de la manifestation qui était annoncée et au nombre de personnes qui ont finalement répondu à l'appel. Et en face, la réplique ne s'est pas fait attendre. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui avaient annoncé une vaste mobilisation pour soutenir le président de la République Paul Biya, leur grand camarade politique, était bel et bien présent autour de l'hôtel Continental pour démontrer s'il en était encore besoin que le président de la République Paul Biya est le seul et véritable président élu et légitime dans notre pays et on lui doit donc à ce titre toutes les révérences. Dans la mouvance de ces manifestations, en prélude à ces manifestations d'ailleurs jugées hostiles au régime du renouveau politique, les élites de la région de l'ouest du Cameroun s'étaient fendues dans une pétition invitant les ressortissants de la partie de la région du soleil couchant à soutenir le président de la République Paul Biya, seul président élu au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 au Cameroun et à aider le chef de l'État à poursuivre son septennat des grandes opportunités. Retour sur cette pétition signée par les élites de la région de l'ouest du Cameroun qui condamnaient avec la dernière énergie les manifestations de déstabilisation projetées à Genève ce samedi. Nous reviendrons sur cet élément avant le terme de cette édition de l'information. Mais prenons le pôle de la collaboration entre le Haut Commissariat des réfugiés, la Centrafrique et le Cameroun. Une convention a été signée à Yaoundé avec le ministre Paul Atangandi qui prévoit notamment le rapatriement pacifique des réfugiés centrafricains établis au Cameroun. Les précisions Jean-Oscar Libok et Mohamed Essoumbadou. Cet accord tripartite entre l'État du Cameroun, la République centrafricaine et le HCR relatif au rapatriement libre et volontaire des réfugiés centrafricains vivant au Cameroun est le fruit d'une négociation entreprise par le Haut Commissariat des réfugiés et les États impliqués. Cette démarche visait donc à établir le cadre juridique permettant de s'assurer que les retours sont strictement volontaires. Mesdames et messieurs, l'accord tripartite qui est signé à ce jour est l'acte juridique qui va encadrer le retour de ceux qui se seront librement et volontairement déterminés à rentrer dans leur zone d'origine. Il vient ainsi parachever un processus de négociation enclenché il y a de cela 2 ans à la demande du gouvernement des 2 États. Venu spécialement au Cameroun pour parapher cet accord, le ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, Virginie Biakwam, de la RCA, dit le bien fondé de cette coopération entre les 2 États frères. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour le peuple centrafricain entier, pour le gouvernement. Ce jour marque un début d'un retour au pays natal. Les compatriotes vont rentrer, ceux qui veulent rentrer, vont rentrer dans la dignité. On va respecter les conditions de retour exigées par les conventions signées par la République centrafricaine. Pour la partie du Cameroun, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, voit en cet accord la volonté manifeste des 2 États à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de leurs 2 peuples. En remerciant les 2 chefs d'État qui ont autorisé la signature de cet accord. C'est un accord très important, c'est un accord tripartite qui permet le rapatriement volontaire
nous insistons sur le mot volontaire parce que c'est ceux qui veulent rentrer qui vont rentrer et ils seront bien encadrés. Donc je voudrais remercier ma soeur, Madame la ministre, qui a fait le déplacement et qui est venue. Nous avons travaillé ensemble et on a paraphé un document qui restera en mémoire comme un document important. Je crois qu'également nous avons tenu les chefs d'État qui ont facilité ces accords, ont pensé que le moment était venu, n'est-ce pas, pour que nos frères centrafricains puissent rentrer chez eux parce qu'il y a des conditions de retour à une vie normale. À cet effet, les partis travailleront ensemble pour mobiliser les fonds nécessaires en vue de faciliter le retour durable. Dans le registre des faits divers, un grand présumé malfrat séjourne depuis quelques jours dans le geôle de la brigade de Bassa, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les 2 malfrats sont accusés d'avoir abusé sexuellement, et ce jusqu'à la mort, d'une jeune dame âgée de 30 ans au quartier PK11. Retour sur ce nouveau coup de filet avec vous, Jean-Germain Yedna et Raoul Ouattet. L'affaire remonte depuis le 24 avril, lorsque la victime, alors en balade dans son quartier, 6 à 5 Thomas Logbaba, aurait été kidnappé par des hommes non identifiés. Mikwango Yakam Jaël Joël, puisqu'il s'agit d'elle, sera nuitamment conduit dans ce domicile au quartier PK11, lieu dit entrée Marie-Claire, désormais entre les mains des ravisseurs. L'otage sera d'abord drogué avant d'être sexuellement abusé par ses 3 bourreaux, conduit dans un centre hospitalier au lendemain du viol par des bénévoles et l'un de ses ravisseurs, Mikwango Yakam Jaël Joël, d'otage de 30 ans, va rendre l'âme avant les premiers soins. Jusqu'ici sans nouvelles de sa sœur cadette, arrivée pour un bref séjour à Douala. Ce après une dépression nerveuse suite à la perte de sa fillette de 4 ans du côté de Yaoundé. Son frère aîné ainsi que les membres de la famille vont entreprendre des battues à travers des avis de recherche. Nous avons déposé l'avis de recherche, comme a dit mon petit frère, à la brigade terre où nous sommes, au commissariat central numéro 2 et au commissariat du 11e arrondissement. C'est à partir des solutions de la gendarmerie qu'on remonte à rebours cette affaire. Nous remontons à rebours cette affaire pour voir que depuis le 25, elle a disparu, soit dit en passant, le 24, depuis le 25 à 7h39, elle était déjà à la morgue. La police judiciaire avait 2 suspects. La police judiciaire est descendue sur le lieu de commission de l'infraction. Toute la clameur publique, tout le voisinage disait c'est nous qui avons brivé cette chambre, nous l'avons trouvée nue et agonisante. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment des gens ne sont pas humains. On a enlevé la vie à ma soeur, on l'a arraché sa vie. Moi, je ne comprends pas. Je cherche à comprendre, mais je ne comprends pas, vraiment. Moi, je ne comprends pas. Informé, la brigade de Bassa, dans l'arrondissement de Douala 3e, piloté par l'adjudant-chef-major Régine Nampassa, commandant la dite brigade, va se saisir du dossier jusqu'ici au niveau de la police judiciaire pour ce résultat satisfaisant, même s'il est mis en cause, rejette en bloc des faits reprochés. Ce soir-là, il était avec un tête-fois quand on a rencontré la fille. Je les ai abandonnés, lui et un autre qui a fui. Je n'ai jamais été à la PJ. Quand ils sont allés à l'hôpital, selon ce que le quartier a rencontré, celui qui a fui, et lui on l'a arrêté. Je n'ai jamais été à l'hôpital. Ça veut dire qu'ils ont peut-être commis le forfait à votre absence? Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais il est encore en fuite. Non, on n'a rien fait. Vous ne l'avez pas violé? Rien. Au départ, c'était qu'on l'a mis la drogue pour la violer, mais on n'a pas trouvé la drogue. Maintenant, c'est qu'on l'a violée. Et pourquoi la police, si vous avez été relâché? Qu'est-ce que vous ont dit là-bas? À la PJ, on m'avait relâché parce que j'étais sous garant. Il n'y avait pas de plaignant. Là, je ne sais pas. Mais à l'hôpital, on me cachait qu'elle était décédée, donc je ne sais pas à l'heure qu'elle était décédée. Donc, M. Bayi confirmait que vous ne l'avez pas violée? On n'a rien fait, papa. Même comme je suis là à cet état, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas fait. On n'a rien fait. Ce qu'elle fait à la morgue avec son short et son haut? Ce qu'elle fait à la morgue avec mon short et mon haut, c'est que quand on arrive, on trouve qu'elle a chié sur elle. Vous voyez un peu, non? Et on ne pouvait pas la transporter avec
les habits de caca. C'est là où je m'engage à lui mettre mes habits. Néanmoins, si c'était un truc de suspect, je n'étais pas obligé de l'amener à l'hôpital. Je ne peux que dire merci à la brigade de gendarmerie territoriale de Bassa, parce que sans eux, ma soeur n'aurait même pas eu une sépulture digne. Vous voyez un peu. Pour le reste, nous laissons entre les mains de la justice, monsieur. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous vois venir. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on a une procédure en cours. Et en attendant de retrouver les traces du chef de gang en cavale, des présumés assassins, Tagué Tchedjou Gislin, 26 ans, et son complice Baïk Djebaï Clément, 27 ans, tous du quartier PK11, séjournent actuellement dans les cellules de la brigade terre de Bassa avant d'être déférés. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au Cameroun, Mme Célestine Ketia Cortez, mobilise 100 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des routes dans 16 quartiers de Yaoundé et de Douala. Il s'agit d'un projet de relance des travaux de réhabilitation des voiries secondaires dans les deux capitales, Douala et Yaoundé. Praxet Toulou, Etienne Monté. 16 quartiers sont ciblés par la première phase de ce projet qui devrait aboutir à la réhabilitation de plus de 116 000 mètres linéaires de voies secondaires dans les villes de Douala et de Yaoundé. Il s'agit notamment pour Yaoundé d'avoir comme bénéficiaires les tronçons qui relient la voie principale abattoir et tout dit marché de bétail Nkolbon, la voie principale immeuble Macabo, Tradex Tinga et Lobby, bretelle vers la mosquée de Tinga et Lobby, la voie principale Jean Vespa Carrefour Fébé. Ensuite, les travaux vont porter à la réhabilitation de la voie de la mosquée Essos, église évangélique, rond-point terminus Mimboman, la réhabilitation des tronçons de voies intermaéture Nkomo, rivière Okwi ou Carrefour Okwi, pour ne citer que ces rues-là. Du côté de Douala, les travaux vont porter sur la réhabilitation des voies des boulevards des Nations Unies, Bonadouma 2, et aussi celle de la voie de Niala, Yassa et l'aménagement de la voie Isakam, zone industrielle Bassa et Bretelle. Seront également pris en compte les travaux de réhabilitation des voies des quartiers New Deido, Grand Moulin, Deido et Bonateki, ainsi que les voies des quartiers Bonanjo, Bonapriso, Aqua, Bali, Nkomondo. Au cours de la réunion de relance des 10 travaux, Célestine Ketia Cortez a fait le point des travaux réalisés et en attente de réalisation dans le cadre de ce programme. Pour la phase 1 portant sur la réhabilitation de voiries, les travaux sont pratiquement exécutés et entièrement achevés à ce jour. Dans la phase 2, reposant sur la réhabilitation de plus de 84 300 millions de voiries, les travaux peinent à être livrés dans les délais. Pour rappel, ce n'est qu'en 2015 qu'est lancé le plan spécial visant à faciliter la mobilité urbaine dans les deux capitales camerounaises. Des marchés d'une durée de 3 ans, 2015-2017, ont été contractualisés et les entreprises mises en chantier. Jusqu'à ce jour, plusieurs autres chantiers présentent des difficultés d'avancement. Selon la ministre, le chef de l'État est très engagé dans l'amélioration du cadre de vie des Camerounais. Il a pris des dispositions nécessaires pour la reprise des 10 travaux par le renouvellement de la convention de financement du Planut avec le partenaire Ecobank à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Un financement extensible à 60 milliards de francs. Pour sortir, une réunion d'évaluation s'est tenue pour faire le point sur ces chantiers. Les économistes tirent la sonnette d'alarme sur les accords de partenariat économique signés entre le Cameroun et les pays de l'Union européenne. En l'espace de pratiquement 2 années, les pertes sont passées du simple au double, selon ces derniers. La deuxième phase de ces accords de partenariat économique était d'ailleurs entrée en vigueur. C'était le 4 août 2017 et prévoit progressivement un démantèlement des barrières douanières pour la mise sur pied d'une zone de libre-échange d'ici 2023. Reportage. Déjà le 4 août 2016, quelques mois après l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique entre le Cameroun et les pays de l'Union européenne, la douane du Cameroun avait sonné l'alerte en indiquant avoir enregistré un manque à gagner total de 600 millions de francs CFA. L'information avait alors filtré au terme du forum douane entreprise tenu à Douala, poumon économique du Cameroun.
Si ces chiffres s'étaient avérés réconfortants pour l'administration douanière du Cameroun et l'ensemble des pouvoirs publics du pays, dans la mesure où les projections initiales situaient ces pertes de recettes à environ 15 milliards de francs CFA pour la première année d'entrée en vigueur de ces APE, la deuxième phase d'implémentation depuis le 4 août 2017 de cet accord bilatéral qui vise à installer une zone de libre-échange entre le Cameroun et l'Union européenne d'ici à l'année 2023 suscite désormais des inquiétudes. À date, nous sommes à 109 importateurs qui ont bénéficié de cette préférence tarifaire. Et avec les 25% en moins, c'est normal que la douane se retrouve avec un manque à gagner. On est là dans ce qu'on a appelé libéralisation progressive. Donc ce démantèlement tarifaire commence d'abord par les produits du groupe 1. Les produits du groupe 1 vont bénéficier d'une réduction de 25% de droits de douane à la première année, 50% la deuxième année, 75% à la troisième année et puis 100% à la quatrième année. Selon le journal de la valeur ajoutée de ce jeudi, les pertes sur les APE sont passées du simple au double en 2018. Le quotidien de l'économie précise qu'à l'instar des autres pays africains qui avaient ratifié les 10 accords et qui prévoyaient de protéger 25% de leur économie en développant une réelle stratégie et en choisissant des secteurs qu'ils ne souhaitaient pas libéraliser, sont aujourd'hui devant une triste réalité. Les accords de partenariat économique sont donc loin d'être bénéfiques pour le Cameroun. Le grand défi que l'économie camerounaise doit relever, ce n'est pas de voir comment on va faire pour augmenter les recettes douanières, c'est de voir comment on va assurer notre taux de couverture extérieure, c'est-à-dire atteindre un niveau d'exportation qui nous permettent de faire face à nos importations. Et dans ce cas, nous n'aurons plus à faire face au déficit public, nous n'aurons plus également à faire face à la dette publique. Si les produits concernés par cette seconde phase étaient essentiellement des équipements destinés aux unités de production, le constat dressé par quelques économistes permet d'envisager désormais des pertes plus importantes de recettes pour le Cameroun, dont l'économie reste peu compétitive en dépit de l'ouverture du marché sur le vieux continent. À l'ouest du Cameroun, dans le département du Koki, les populations sont désormais mieux outillées dans la transformation, la conservation, mais également la production de certains produits forestiers. C'est à l'initiative d'une rencontre initiée par la délégation départementale du Koki. Les précisions de Praxed Toulou et Herbert Kwamo. À l'ouest en général et dans le département du Koki en particulier, une multitude d'espèces forestières à usage multiple. La plaine du Noun, située à la lisière de l'arrondissement de Ndjébem, présente un peuplement endémique des plants de karité, encore appelés hors vert, à une densité de 50 pieds à l'hectare dans la commune du Ndendeng. Ce produit forestier non ligneux est menacé de disparition à cause des feux de brousse, de l'exploitation illégale sous forme de bois de chauffe. Pendant nos patrouilles, nous avons découvert qu'il y avait assez de plants de karité dans la nature. Et dans nos investigations aussi, nous avons constaté que les gens les coupaient. Pourtant, c'est une espèce suffisamment valorisée en Afrique de l'Ouest. Nous avons pensé que c'était utile de sensibiliser la population pour que cette espèce soit protégée. Face à cet état des choses et pour contribuer à protéger cette espèce forestière, la délégation départementale de la forêt et de la faune du Koki, à travers sa section de promotion et de transformation des produits forestiers, a permis à près de 200 personnes de l'arrondissement de Ndjébem d'acquérir des notions théoriques et pratiques sur la transformation de l'amande de karité en beurre et huile de karité, le procédé de transformation des avocats en huile. Aussi, au cours des travaux, il a été présenté aux différents participants d'autres espèces forestières aux vertus médicinales avérées pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Nous avons pensé qu'au lieu de laisser passer les feux de brousse partout pour détruire l'environnement et réduire la biodiversité, il faudrait qu'ils soient avertis, sensibilisés sur les différentes plantes médicinales qu'ils ont autour d'eux et qui peuvent facilement les entretenir. Une initiative saluée par le sous-préfet de l'arrondissement de Ndjébem ainsi que par le maire de la commune de Ndendeng. C'est l'occasion de permettre aux populations de notre unité administrative de se familiariser avec ce produit et bien d'autres qui non simplement va leur permettre d'augmenter leurs revenus, mais d'avoir à portée de main quelques substances pour pouvoir se soigner, se nourrir et pourquoi pas pour exporter.
Si l'autorité administrative invite les participants à mettre en pratique les enseignements reçus, l'autorité municipale, lui, s'engage à régénérer les plantes de karité dans sa commune pour l'amélioration du couvert végétal. Vraiment, je crois que c'est une très heureuse initiative et je crois qu'à partir de maintenant, eh bien, nous allons bien exploiter ces essences. On va en planter pour que les générations futures puissent profiter de leurs fruits. Ayant bien retenu ces différentes techniques de transformation, les participants s'engagent à les capitaliser. Par exemple, chez moi, j'ai quelques avocatiers. Parfois, ça tombe, ça pourrit. Moi, je ne sais même pas qu'on peut extraire l'huile. Oui, on peut utiliser ça pour la consommation familiale d'abord. Et si vraiment on y met du sérieux, peut-être que ça peut être une activité génératrice de revenus. La remise des attestations de formation est venue mettre un terme à cette session de renforcement des capacités. Criminel pour certains, héroïne pour d'autres, la capitaine allemande du Sea Watch, ce navire qui transportait une quarantaine de migrants, est désormais détenu sur l'île italienne de Lampedusa, où elle a finalement accosté dans la nuit dernière, bravant l'interdiction des autorités locales. Les détails de nos confrères d'Euronews. Criminel pour certains, héroïne pour d'autres. La capitaine allemande du Sea Watch, ce navire qui transportait une quarantaine de migrants, est désormais détenue sur l'île italienne de Lampedusa, où elle a finalement accosté la nuit dernière, bravant l'interdiction des autorités locales. Poursuivie pour résistance envers un navire de guerre, Carola Rackete encourt en théorie 10 ans de prison. Elle est fatiguée et stressée, dit son avocat. Vous avez pu le voir de vos propres yeux. Le passage en force de Carola Rackete et des migrants du Sea Watch à Lampedusa a suscité la colère de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Ce sont des délinquants. Il s'agit d'un acte criminel, d'un acte de guerre. Il y aura, je l'espère, un procès et la jeune femme effectuera sa peine de prison. Sinon, il y a déjà un ordre d'expulsion du ministère de l'Intérieur pour l'embarquer dans le premier avion à destination de Berlin. Secourus il y a 2 semaines au large de la Libye, les migrants du Sea Watch ont pu enfin poser pied à terre à Lampedusa, où ils ont été immédiatement transférés dans un centre d'accueil. Rome refusant de les prendre en charge, ils doivent être répartis dans 5 pays européens. Des nouvelles à présent des Lions indomptables du Cameroun en brève, engagés dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les poulains de Clarence Seedorf entraient dans l'arène ce samedi. C'était face au Ghana. La rencontre vient de s'achever sur le score nul et vierge de 0 but partout. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis ce samedi. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.